Et ils me disaient, les médecins, non, la thrombopénie, c'est fini, il n'y a plus Il y a rien, plus votre rien. bébé, il va bien. Et moi, j'étais là, il y a autre chose, il y a autre chose. Et quand j'étais toute seule avec Elias, des fois, je lui disais, j'étais à toi, tu me caches quelque chose. C'est vrai. Ah ouais, moi, je savais qu'il y avait autre chose. Je suis Yohan Joro. Vous écoutez le podcast Face au miroir. Nous nous trouvons actuellement dans ce beau lieu, en plein centre de Genève, l'Iceberg. Aujourd'hui, nous avons comme invité Evelyne, qui nous parle de son bébé, qui un jour se réveille de sa sieste avec une joue gonflée. Suivent des heures interminables passées aux urgences dans l'attente d'un diagnostic, qui finalement tombe et est unique au monde. Bonne écoute. Evelyne, hello, comment vas-tu ? Mais bien, et toi ? Super, merci. On a eu de la chance de t'avoir, on n'est pas très loin de chez toi et pas très loin du travail. Ouais. Donc, Parfait. on est dans le périmètre en fait parfait Ouais, pour faire ce petit interview, ce petit podcast concernant, on va dire, un sujet délicat, j'ai envie de dire quand même. Une maladie chronique Ouais. que vous avez perçue sur le tard avec Essan, qui est ton compagnon, mari depuis de longues années. Et j'aimerais justement qu'on revienne sur ça. Le fait que toi et Essan, ça date depuis un moment. Ouais. C'est quoi ? Vous aviez 15 ans à l'époque ? Ouais, on avait 15 ans. Du coup, là, ça va faire 17 ans si mes calculs sont justes. Wow. Mais ouais. Immense. C'était quoi au cycle ? C'était juste après le cycle, après ouais. le cycle. C'était collège, l'être première du collège, ouais. Et puis, oui, du coup, depuis, on est ensemble. Depuis, vous êtes ensemble, tout se passe bien. Tout se passe bien, ouais. Vous avez emménagé ensemble à partir de quel moment ? Assez tard. Moi, j'ai fait mes études à Lausanne. Ok. Du coup, moi, j'ai un parcours qui a pris un peu plus de temps que normal, on va dire. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce parcours ? C'était quoi le... Oula. Un petit peu, en bref, allez. En gros, moi, j'ai fait l'école de com. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Et puis après, je me suis lancée dans la matu par correspondance que j'ai ratée. D'accord. Et après, j'ai fait le collège pour adultes. Et après le collège pour adultes, j'ai fait le PFL en architecture. Du coup, j'ai commencé l'Uni, j'avais 21 ans, un truc comme ça. Okay. Et puis du coup, Essan, lui, il avait déjà commencé l'Uni à Genève. Donc moi, j'ai commencé les études. Et je crois on avait peut-être 22, 23 quand on a fait c'était une pseudo-coloc, en fait, les deux là-bas. Okay. Parce qu'en fait, on vivait à Lausanne pour les études, mais quand on rentrait à Genève, on était chez nos parents. Donc, tu vois, genre, je le compte pas tellement comme on a emménagé ensemble. Et puis après, en gros, on a emménagé assez tard, parce que moi, j'ai fait mon stage en archi à Lugano pendant 1 an. Enfin bref, ça fait 4 ans vraiment, 4 ans qu'on a vraiment officiellement quitté nos parents. Et puis Essan, lui, il est en banque ou bien qu'est-ce qu'il fait ? il est dans le domaine de la finance. De la finance. Ouais, alors après, ne m'en demande pas trop. Non, c'était juste pour avoir la petite précision par rapport aux fonctions d'Essan. Mais ça veut dire que donc, vous avez bien évolué ensemble, vous vous êtes retrouvés, et comme souvent, à un moment donné, on décide, après une longue relation, d'avoir un enfant. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à cette procédure entamée, comment c'était naturel ? Je pense que c'est assez basique. Hein. Moi, je voulais avoir un enfant, puis lui, il se disait, on peut encore attendre 1 an. Et puis l'année d'après, on peut encore attendre 1 an. Mais non, puis voilà, après, on a décidé qu'on avait 30 ans, qu'il était temps, quoi. Et puis, franchement, je suis tombée enceinte très rapidement et facilement. La grossesse, elle s'est bien passée. Tout se goupillait bien. On a cherché un appart, on se disait on prend le temps. Et puis en 1 mois, on avait trouvé un truc. Enfin, en fait, tout était vraiment trop facile. D'accord. Et Essan et moi, on a la tendance à se dire, il y a anguille sous roche quand les choses, elles vont trop bien. Ah, vraiment ? Ouais. C'est pas possible que tout se passe bien ? Non. Tout le temps ? Pourquoi ? Non, ça, je sais pas. Est-ce que c'est dû à l'expérience, du vécu ? Ou peut-être que c'est juste comme ça, après on est déçu en bien, tu sais, quand voilà. Totalement. Moi, surtout, je vois un peu toujours... je préfère voir les choses en pire pour après me dire, ah non, en fait, ça va. Voilà. Okay. Mais du coup, c'est vrai que on se disait, tout va bien, tout va trop bien, nos amis vont bien, les mariages et machin, les enfants vont tous bien... Puis moi, j'avais quand même déjà dans ma tête un peu la probabilité, elle n'est pas tombée parce qu'il y a des enfants, enfin, sur 1000 enfants, ils ne peuvent pas tout aller bien. Sur 1000 couples, ils ne peuvent pas tous aller bien. Du coup, au bout d'un moment, moi, j'étais là,
très sympa, tous ces enfants qui vont tous bien, mais moi, je suis enceinte. Et puis, moi, c'était déjà quelque chose que j'avais là. Bah, tu vois, c'est la question en fait que je me posais, parce que c'est vrai que souvent, on a l'entourage qui, par exemple, comme tu dis, qui va bien, qui sont en couple avec des enfants. Donc, toi, t'étais pas encore enceinte. Je veux dire, t'étais enceinte, mais tu n'avais pas encore d'enfants. Mais ton entourage, il y avait des enfants, la vie était belle. Donc, donc toi, déjà, tu n'étais même pas forcément à te dire que nous, ça va être comme ça? Non. Ou quand même, tu l'envisages quand même un petit peu, non? Oui, mais après, tu es toujours en train de te dire, mon fils, il sera astronaute. On est tous comme ça. Ça, y a pas de souci. Mais il y a toujours par exemple, 2 semaines avant l'accouchement, moi, j'avais eu la discussion avec Hassan où je lui disais, si ça doit mal se passer, parce qu'il y a des accouchements qui se passent mal. C'est vrai. Et puis, la question, il faut que ce soit l'enfant ou la mère. Et ben moi, je lui disais, tu choisis l'enfant, on est d'accord. Enfin, voilà, c'était... Ah, t'avais comme... Oui, tu pensais quand même à ça. Oui. C'est vrai que c'est des choses auxquelles, par exemple, Émilie est là, elle a eu 3 enfants, c'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment discuté, on n'a jamais vraiment... Tu vois, elle m'a jamais dit ça, par exemple. Et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'on va sûrement donner vie, qui est une chose, pour une femme, je pense, une des choses la plus belle au monde, et qu'on pense à ce moment-là de se dire, au pire, ouais. Bon, ça, c'est un peu mon fonctionnement. Mais même, par exemple, ça, après, je pense que tout le monde s'est posé la question, mais quand tu vas avoir l'échographie des 5 mois, et puis c'est un peu là où tu sais s'il y a une trisomie ou un problème autre. Avec Hassan, on se posait la question, ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour voir comment l'autre y voit le truc. Tout à fait. Et puis, c'est drôle, je trouve, maintenant, parce qu'on s'est toujours dit, nous, on serait un couple qui pourrait gérer un enfant avec des particularités. Donc ça, c'est un peu des trucs, voilà, on a toujours su, parce qu'on est un couple qui est depuis très longtemps ensemble, on sait qu'on est solide ensemble. Donc voilà, mais c'était... Vous étiez préparés, en fait. Ouais, en fait, c'était des questions, on y avait déjà pensé. Et, non, je pense qu'on n'est pas du genre à aller dans la vie sans penser... sans se poser des questions qui sont inutiles. Hein. Okay. Mais voilà. Okay. Et donc, cette grossesse, comment elle se passe? Les échographies sont bonnes, il n'y a pas forcément de signes négatifs, tout se passe bien? Ouais. En fait, on va dire la continuité de rêve en soi. Ah non, mais pour te dire, genre, par exemple, ça, c'est un truc pour une femme. On me disait, vous n'avez pas pris assez de poids. Ah, non, tu vois, non, mais dans le sens, c'était vraiment tout ce que... Tout allait bien. Voilà, c'était vraiment genre, moi, je me disais, je vais devenir un cube. Même ça, je ne l'avais pas. C'était trop parfait. Oui. Trop bien. Non, mais voilà. Ouais. Wow. Après, psychologiquement, mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pas si facile. Mais dans le sens, non, tout allait toujours bien. On nous disait qu'il était petit. Mais bon, Hassan et moi, on n'est pas grands. Ouais. Donc, mais voilà, c'était les seuls trucs où ils disaient, c'est un petit bébé. Mais rien. Tout allait bien. Tout va bien. Et en fait, tu accouches en début d'année 2020. J'accouche le 15 janvier 2020. Il était prévu le 15 janvier. Il est arrivé le 15 janvier. Il est ponctuel. Ouais, à minuit 46. Le petit Elias, c'est ça? Petit Elias, ouais. Et voilà, accouchement qui se déroule bien aussi? Accouchement qui se déroule bien, à part qu'il y a un moment... De toute façon, à partir du moment où il y a la péridurale, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Et bon, c'est vrai, je sais pas, mais... je te le dis. Et il y avait juste que, parce on commence à pousser pour sortir, et puis... il se fatiguait en fait. Donc il me disait, vous sautez une contraction, on va pas faire toutes les contractions, comme ça on lui laisse le temps de reprendre son souffle en gros. Mais c'était pas quelque chose de grave non plus. Il disait, il aime pas spécialement ce qui se passe, mais il y a rien d'inquiétant. D'accord. Puis moi j'ai pas mal d'amis qui sont sages-femmes, dont une des sages-femmes qui a fait une partie du travail pour l'accouchement. Quelle chance. Ouais. Et donc, je sais que quand les médecins y rentrent, c'est que c'est pas bon. Donc, la sage-femme qui m'accouche, elle va chercher les médecins et puis en fait, ils se préparent pour faire la ventouse. Et puis bref, on y reviendra peut-être après, mais ils m'ont laissé, en fait, en gros, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je donne tout parce que je voulais vraiment pas que ça se termine en ventouse, en forceps ou en césarienne. Et puis du coup, j'ai quand même réussi à ce qu'ils sortent
sans aide extérieure, quoi. Ouais. Okay. Donc voilà, tout bien, bébé qui va tout bien. Ouais. Donc le bébé qui naît à minuit 46, le petit Elias est là, il est dans tes bras. Ouais. Un petit moment, je pense, quand même. Ouais. Dans les bras d'Ehsan aussi. Exact. Et donc, tu me dis qu'il y a des signes, en fait, extérieurs sur sa peau qui montrent un petit souci, un petit problème, quelque chose qui pourrait, en fait, susciter l'attention. Ouais, alors en fait, ça c'est, du coup, on passe une partie de la nuit, parce que c'est vers 3h du matin qu'on était dans la chambre. Puis ouais, de mémoire, ça faisait 6h qu'il était né. Et là, il était avec vous? Il était avec moi, Ehsan, il était à la maison. Et il y a la sage-femme qui vient pour faire un peu les contrôles et puis lui changer la couche. Donc elle me dit, je vous aide à changer sa couche, on regarde. Et puis elle voit sur sa peau, dans tous les plis des articulations, donc dans les coudes, les genoux et tout, des pétéchis. Donc c'est des petits vaisseaux sanguins qui pètent. Il y en a qui, quand ils vomissent beaucoup, ça pète ici sur les joues. Ouais. Et puis elle me demande elle commence à me poser des questions sur l'accouchement. Est-ce que ça a été un accouchement très très rapide et très violent? Puis je dis non, pas du tout. Et puis moi, comme j'ai toujours eu des problèmes de peau, d'eczéma, je lui disais, mais moi j'ai des problèmes de peau, si ça se trouve c'est ça. Puis je voyais qu'elle... Bon. Et puis elle dit, je vais appeler le pédiatre pour qu'il vienne plus tôt au lieu de demain. Je sais pas quoi. Ok, elle part, Ehsan arrive, tout se passe bien. La pédiatre arrive et puis elle le regarde et puis elle pose exactement les mêmes questions. À Ehsan cette fois? Non, à moi. Voilà, elle pose exactement les mêmes questions, accouchement, machin. Oui, souvent la pédiatre est revenue. Oui. Et puis là, je commence à me dire, je voyais que les réponses que je lui donnais, ça jouait pas avec ce qu'elle connaissait. Elle n'était pas satisfaite, ok. Mais bon, on était dans ce moment un peu... Bon, toi, tu viens d'accoucher en plus. Oui, non, mais c'est ça, ça faisait, voilà. Dans un état assez, je veux dire, second. Totalement, puis on était sur un petit nuage, on était super heureux. En plus. Moi, je faisais une sieste, j'étais tranquille, Ehsan, il avait Elias dans les bras, tout allait bien. Et là, il y a les médecins, il y a 5 médecins qui rentrent dans la pièce. Donc, Elias, il avait 12 heures de vie. Il y a 5 médecins qui arrivent. Moi, je m'effondre direct. Je pars en sanglots. Quelque chose ne va pas. Voilà. Et puis, Ehsan, il me dit, mais non, il nous a encore rien dit. Enfin, puis c'est là qu'il nous annonce qu'on va aller aux soins intensifs parce qu'il a un problème de plaquettes. Il a pas assez de plaquettes dans le sang. Donc voilà. Et puis, il nous explique que le minimum acceptable, c'est 150 et qu'Elias, il en avait 19. D'accord. Du coup, ok. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous à ce moment-là, tout Alors, ça? Moi, je suis quand même un peu hypochondriaque, donc c'est des trucs que je comprends assez, même si je suis pas dans le domaine. Mais du coup, je lui dis, mais c'est quoi? C'est une maladie auto-immune? Et puis, il nous explique que vraisemblablement, parce qu'à ce moment-là, ils savent pas encore ce qui s'est passé, c'est une réaction allo-immunitaire que, en gros, moi, j'aurais attaqué mon bébé. Et j'aurais essayé de le détruire et ça attaque le système immunitaire, ça attaque les plaquettes. Ouais. Du coup, le problème, c'est que comme il n'avait pas ses plaquettes, ça veut dire qu'il ne coagulait pas bien. Donc, ils ont dit, comme l'accouchement, c'est quand même quelque chose de très violent et surtout pour le crâne. Tout à fait. Ils ont dit, vous allez, avant d'aller aux soins intensifs, vous allez descendre faire une échographie du cerveau pour voir s'il n'y a pas une hémorragie cérébrale. Et là, sincèrement, encore maintenant, je pense que c'est la chose depuis ces 6 mois qui m'a vraiment le plus traumatisée. Moi, j'étais sur cette chaise roulante. Il y avait un mec qui est venu chercher Elias. Dans ces petits berceaux là de l'hôpital, il le poussait à côté. Et Ehsan, il me poussait. Puis on est vraiment allé dans les couloirs, dans les souterrains de l'hôpital et tout. Puis on était là, mais c'était infernal. Et du coup, ils ont fait l'échographie du cerveau. On comprenait rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, mais si ça se trouve, c'est un légume, quoi. Enfin, il y a tout, en fait, en 5 minutes, il y a toute ta vie qui... Et puis tu t'imagines, et puis tu dis, mais mon Dieu, avec un enfant... Enfin, vraiment, tu as tout le panel qui vient. Tu as du il a rien à le pire. Donc voilà. Finalement, heureusement, il avait rien. Donc après, on va aux soins intensifs. Et puis là, en fait, ils lui ont fait une injection de plaquettes. D'accord. Et puis en fait, il fallait voir si ça remontait dans son sang ou si ça stagnait. Si ça stagnait, puis ça, c'était potentiellement plus problématique. Mais comme ça remontait petit à petit, ils ont dit que c'était donc cette réaction allo-immunitaire. Et voilà.
Et tout ça en l'espace de donc 12 heures de temps. Ouais, en 12 heures de temps. Ouais. Donc tu passes justement de l'accouchement à... On a enfin notre bébé qu'on a attendu pendant 9 mois à être traumatisé parce qu'on ne sait pas en fait quelle importance a ce qu'il a. Parce que ça aurait pu être, comme tu dis, tu es dans l'attente, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fatal ou pas tout de suite parce que tu sais pas justement. Et ça c'est quelque chose, alors moi je comprends parfaitement, les médecins ils vont jamais te dire mais non, vous inquiétez pas, parce que ils savent pas. Et moi vraiment j'ai eu peur pour la vie de mon bébé tout de suite, et ça déjà c'était assez tu prends conscience que c'est l'amour, c'est bateau, mais c'est ce que je disais à Hassan, j'étais là, s'il rentre pas, ça faisait même pas 24 heures qu'il était dans nos vies, mais j'étais là, s'il rentre pas avec nous, notre vie, elle est foutue. J'étais là, on s'en remettra jamais, notre vie, elle est foutue. Donc c'est ça, et en fait, c'est mon oncle qui est médecin, qui, voilà, bref, qui, parce que moi, je disais, mais mon bébé, il va mourir, et puis j'étais totalement irrationnelle, mais... et il me regarde, et il me fait, ah non, mais il va pas mourir. Et c'est en fait lui... Après, c'était 2 jours après qui m'a dit mais non, il va pas mourir et ça va passer quoi. Et j'ai dû lui faire vraiment répéter, mais c'était irrationnel 20 fois de suite. Mais du coup mon bébé il va pas mourir. Et il était là non. Mais je disais, mais donc il va pas mourir. Non. Mais c'est la seule personne en fait qui m'a dit t'inquiète pas pour sa vie quoi. Qui t'a rassuré en soi. Ouais. Et donc là c'est quoi la maladie? C'est une thrombopénie tu m'as dit. Au début. Alors, ce qu'il a eu, le fait qu'il ait les plaquettes dans les chaussettes, c'est la thrombopénie. Mais ce qui s'est passé, c'est une réaction allo-immunitaire. C'est qu'en fait, lui et moi, on n'est pas compatibles. Moi, donc, tu as le sang, les groupes sanguins, A, B, machin et tout. Tout à fait. Et tu as la même chose, en fait, dans les groupes de plaquettes. D'accord. Et moi, j'ai un groupe plaquettaire hyper rare. D'accord. Apparemment, il n'y a que 2% de la population qui a ça, qui est BB. D'accord. Et la majorité des gens, ils sont AB. Oui. Ce qui fait que tant que moi, je fais un enfant avec quelqu'un qui a du A, parce que tu peux être AA ou AB, mon enfant, il va avoir du A. Ouais. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Mon enfant, il avait du A de Hassan, en fait. Et vraisemblablement, à l'accouchement, on a dû avoir un échange de sang, ce qui fait que moi, j'ai développé des anticorps qui ont dit « ça, on ne le reconnaît pas ». Et en fait, j'ai attaqué. Wow. Donc voilà. Mais ça, c'est réversible parce qu'en fait, quand tu accouches, tu vas donner de ton système immunitaire, de tes anticorps et tout à ton bébé, mais petit à petit, lui, il fait le sien et du coup, voilà, et en fait, il élimine le tien. Donc, de toute manière, c'est quelque chose... Donc, c'est pas quelque chose de chronique. Non, pas du tout. C'est totalement réversible. D'accord. Donc, après, il fallait juste attendre que son système immunitaire, il fasse le travail et puis il se mette en route et puis voilà. Donc ça, après, c'est plus du tout un problème. Et donc, tu passes combien de temps à la maternité après tout ça? Parce que donc... Les tests sont bons, t'es rassuré. Toi, tu viens d'accoucher, donc il faut quand même te reposer un petit peu, déjà physiquement et émotionnellement aussi, après tout ça. Donc, vous faites combien de temps à la maternité après? En tout, on a fait 6 jours en tout, ce qui en soi n'est pas énorme. Elias, il a fait 2 jours et demi au final aux soins intensifs. Après, d'accord. Quand ils ont vu que ça remontait, ils ont dit, il peut remonter avec vous. Et puis par contre, moi, alors il y a des femmes qui font ça, hein, c'est pas non plus voilà, mais j'ai développé de l'hypertension après l'accouchement. Du coup, j'avais la tension qui montait. Et puis bon, c'est ce qu'ils me disaient tous, vous avez eu un choc, donc vous avez de la tension. Donc déjà, j'arrivais pas à dormir, c'était un enfer. Je pense qu'en 6 jours, j'ai dû même pas dormir 10 heures, quoi. Donc les sages-femmes, en fait, elles disaient « Vous gardez pas Elias avec vous ?» Donc, il allait à la pouponnière et puis c'était tout le monde disait... Ils ont interdit les visites, alors que normalement, il y avait le droit, mais ils disaient « Interdiction des visites pour vous parce que vous êtes épuisés. » Et puis après, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Ouais. Et puis ils voulaient pas me laisser sortir de l'hôpital parce que j'avais la tension et tout. Mais au bout d'un moment, je disais, mais il faut que je rentre chez moi. Enfin, voilà. Mais du coup, on a fait 6 jours, ce qui est pas non plus énorme. Mais Et donc, c'est ça, tu vois, c'est ça en fait qui m'intrigue et en même temps qui me fascine. C'est-à-dire que tu vis tout ça et tu as ton fils qui est là, qui est un petit peu, soi-disant, on va dire, entre guillemets, un miraculé sur le moment parce qu'il y a tout ça et tu as pensé à la mort, tu as pensé à toutes ces choses-là. Tu le regardes, tu dois te dire, mais... C'est mon trésor, je veux plus le laisser partir en fait, il reste avec moi tout le temps. Ah oui, non mais pour te dire, il a eu la jaunisse, c'est rien.
Mais il était dans cette machine, mais à côté de mon lit. Et moi, c'était la goutte de trop, quoi. Et je le regardais, je disais, mais laissez mon fils tranquille. Enfin, mais voilà, vraiment, je pouvais plus. Déjà, en fait, après 2 jours, je pouvais plus. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et être tranquille. C'était le seul truc. Émotionnellement, ça a dû être assez drainant. Donc maintenant, vous pouvez enfin rentrer à la maison. Vous installez. Elias, Ehsan et toi, vous prenez un petit peu votre rythme de vie, je pense, parce qu'il y a quand même quelques changements quand on arrive à la maison. Et comment ça se passe? Alors franchement, le retour à la maison, ça a été un enfer. Parce que moi, j'étais totalement traumatisée. 2 jours après qu'on soit rentré, on a dû appeler l'ambulance parce que je faisais des crises d'angoisse. Ah, toujours? Non, mais c'était... c'était infernal. C'était infernal. Et je pense c'était quoi tes crises d'angoisse? C'était dû à ce vécu à l'hôpital ou qu'est-ce que tu... je sais pas. La première, c'était les 2, ils dormaient, tout allait bien. Puis je me mets dans le lit et puis je commence à t'as le cœur qui bat et puis tu te dis que tu vas claquer. Enfin, et puis c'était l'angoisse totale. Et puis après, voilà, je pourrais pas te dire j'avais peur d'un truc, mais mon corps, il réagissait. J'étais couverte d'eczéma de nouveau alors que ça fait des années que j'en ai plus. Enfin, c'était vraiment physiquement, mon corps, il était traumatisé, j'étais épuisée. Et puis, ça a pris, je pense, un mois et demi à ce que ça redescende un peu. Puis c'est vraiment quand il a eu 2 mois que je trouve que ça s'est apaisé. Et puis, on prenait aussi, c'est ton premier enfant, du coup, si c'est stressant. Donc, on a commencé à prendre nos marques. C'est à partir de ces 2 mois que ça s'est calmé. Et on prend soin de toi, la famille, bon, bien sûr, les gens autour. Ouais. Est-ce que tu as dû voir quelqu'un par rapport à justement cet épisode un petit peu délicat de ta vie pour justement t'aider à surpasser tout ça? Je pense que c'est aussi sûr. Important. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Après, franchement, on a tout de suite été super entourés. Il y avait toujours plein de monde à la maison qui nous aidait, qui nous faisait à manger, Non, alors ça, vraiment, on est super entourés. Et encore maintenant. Encore aujourd'hui. Ouais, c'est important. Et là, alors, faut que tu m'expliques, à 4 mois à peu près, c'est ça? 4 mois, Elias. Il fait une sieste. Tu le prends, tu le réveilles, ou il se réveille de sa sieste et tu aperçois quelque chose de pas très normal. Ouais, alors vraiment, je le mets à la sieste et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dormait quand il était tout petit comme ça, dans un espèce de petit matelas en cocon, enfin, un petit cocon. Ouais. Du coup, c'est vraiment impossible qu'il se soit tapé ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, je l'ai mis là-dedans, tu le reprends, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et puis, je me rappelle très bien, j'étais au téléphone avec une copine, il se réveille, je le mets dans son petit transat, là, puis je jouais un peu avec lui, puis à la fin du téléphone, je le regarde, puis je me dis, t'as quoi ? Et puis, il avait la joue un peu enflée, mais franchement, je te montre une photo, tu vas dire, ouais, bon, ok, quoi. C'est rien, quoi. Voilà. Mais moi, je le vois direct, puis il souriait, je lui touchais, il avait rien, du coup, bon. Et ça, il était au travail, il rentrait à 13h, donc j'étais, j'attends, voilà. Puis il arrive, et puis Hassan, il est toujours, mais c'est rien, et tout. Et puis, moi, je dis, de toute façon, il n'y a rien à perdre, je m'en fiche de passer pour une... J'appelle le pédiatre, puis je dis, mais comme moi, j'ai pas eu d'enfant, je me dis, si ça se trouve, c'est une dent, puis ça gonfle. Puis il dit, non, c'est quand même tôt. Je lui envoie une photo, il dit, bon, écoutez, venez voir. On va chez le pédiatre, il le touche et il dit, vous allez aux urgences. Ah, direct. Ouais, et puis du coup, on était là, mais pourquoi ? Ils disent, il a pas de fièvre, il a pas l'air d'avoir mal et tout. Il a dit, il faut pas s'inquiéter, mais il a dit, moi, je sais pas ce que c'est, vous allez aux urgences. Rebelote. Alors, on va aux urgences, puis comme du coup, on faisait quand même beaucoup de contrôles suite à la thrombopénie, on était souvent à l'hôpital et tout, donc on était là, bon, encore, mais bon, on va aux urgences. Et puis, quand on arrive, ils te font une espèce de sas d'entrée où ils te posent des questions. D'accord. Et là, ils lui mettent directement, avant tout, de l'EMLA, c'est une crème anesthésiante, au cas où il fallait lui mettre un cathéter. Et déjà là, moi, je vois ça. Je me dis, c'est pas bon. Parce que quand tu y vas, ils vont pas... bref. Totalement. Et du coup, on fait 24 heures aux urgences. Ils lui font des échographies, 3 échographies, un scan, des bilans sanguins. Et il venait vers nous toujours et il nous disait, on n'a aucune idée de ce qu'il a. C'est pas, il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais il y avait une boule.
Mais ils ils avaient aucune idée. Et puis nous, on était « c'est pas possible ». Hassan qui était « vous avez quand même fait des études ». Donc... je peux bien imaginer. Et du coup, il nous disait « on est désolé de vous dire ça, mais on n'a aucune idée de ce qu'il a ». Et puis, t'imagines le pire, mais c'est quoi, c'est une tumeur ? Ça y ressemble pas, mais on peut pas vous dire que non. Donc bon, ok, finalement... Mais donc c'était pas juste une... Comme tu dis, toi, c'était impossible qu'il se cogne, mais ça aurait pas pu être juste quelque chose de bénin. Mais après, il nous disait peut-être qu'il s'est fait piquer. Voilà, ok. Mais aux images, il pouvait pas le certifier. D'accord. Et du coup, on fait ces 24 heures là, aux urgences et je me rappellerai toujours, vers 6-7 heures du matin, il y a l'infirmière qui vient vers moi, elle me fait « oui, les chirurgiens vont arriver ». Puis je dis « mais comment ça, les chirurgiens, vous allez l'ouvrir ?» Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis elle dit « oui, on va faire une biopsie ». Donc en fait, ils voulaient ouvrir pour sortir la boule et après faire une analyse pour voir si c'était cancéreux ou pas. D'accord. Et moi, j'étais là, non, mais on est où, quoi ? Genre, moi, il a 3 mois et demi, vous n'allez pas l'opérer, quoi. Genre. Et là, en fait, les chirurgiens, ils font ça avec tout le monde avant d'opérer les gens. Ils demandent la crase, c'est comment réagit le sang. Mm-hmm. Et du coup, là, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui prenait plus de temps que normal. Du coup, ils ont appelé les hématologues qui suivaient déjà Elias pour la thrombopénie. D'accord. Et ils ont dit, faites une investigation. Et c'est là qu'ils ont su que c'était de l'hémophilie. C'est à ce moment-là. Ouais. Donc c'est en fait c'est les chirurgiens en fait qui avant de l'ouvrir qui ont mis le doigt dessus et qui ont dit. Ils se sont dit on va quand même explorer cette piste-là pour savoir quel est le problème. Ouais. Et donc il est hémophile. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Que toi, en plus, qui est hypochondriaque, donc je pense que tu as dû être dans tous tes états. Ah non, mais moi déjà, donc depuis qu'il est né, depuis qu'il y avait la thrombopénie et on allait faire les contrôles sanguins pour voir si les plaquettes, elles remontaient, à chaque fois, je disais à Hassan, il a une leucémie ou il a une maladie auto-immune. Ah, il y avait quand même... C'était toujours des embrouilles. Il me disait, arrête, t'es folle, calme-toi. Et moi... je savais qu'il y avait autre chose. Et ils me disaient, les médecins, non, la thrombopénie, c'est fini, il n'y a plus rien, votre bébé, il va bien. Et moi, j'étais là, il y a autre chose. Et quand j'étais toute seule avec Elias, des fois, je lui disais, toi, tu me caches quelque chose. C'est vrai. Ah ouais, moi, je savais qu'il y avait autre chose. J'imaginais bien pire. Et donc, tu n'étais pas surprise du fait moi, on n'était pas surpris, mais même Hassan, avec le recul, il va dire qu'il n'était pas surpris. D'accord. Et du coup... de nouveau, cette fois-ci, ils ne sont pas rentrés à 5, les médecins, mais ils étaient vraiment 10. Et tu captes direct quand tu as le chef de clinique, les professeurs et tout qui se sont déplacés, que ce n'est pas des internes, c'est pas... Et du coup, quand ils sont rentrés dans la chambre, je les ai vus arriver et je me suis dit, OK, on va savoir ce qu'il a. Et du coup, c'est là qu'ils nous ont dit qu'il était hémophile. Moi, on savait ce que c'était, on connaissait la définition, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas vraiment qu'est-ce que c'est en vrai, parce qu'après, c'est vrai que ce n'est pas tellement ce qu'on imagine. Voilà. Totalement. Mais moi, ça a été une forme de soulagement, parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils disent il a une leucémie, ou il a une tumeur, ou voilà. Et, quelque chose qui aurait pu mettre sa vie vraiment, en danger. Voilà, exactement. Et puis... en fait, c'est assez dur à dire, mais ils se sont déplacés pour voir Elias parce que c'est un cas unique. Comme il y avait eu la thrombopénie, plus l'hémophilie, ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent toujours. C'est un cas unique, donc ils se sont tous déplacés pour venir voir. Du coup, Elias qui est en pleine forme, en fait. Et puis, donc limite, ils étaient contents, en fait. Il y avait limite une bonne ambiance. Et puis, il faisait, je me rappelle, il faisait un tournus pour venir voir Elias. Elias, il souriait à tout le monde. Moi, j'étais en pleurs, assise. Et puis, le professeur, il était là. Mais vous vous rendez pas compte, c'est une maladie. Les traitements, ils coûtent des millions et des millions. Du coup, ça n'y était. Mais est-ce que c'est pris en charge par l'assurance ? Enfin, voilà, en fait, ça allait dans tous les sens. Quoi. Ouais, ça allait dans tous les sens. Et puis, là, ils nous disent, donc, en fait, ce qu'il avait dans la joue, c'était en gros, c'était un hématome sous la graisse de la peau, donc ça n'a jamais été bleu. Vraisemblablement, il s'est cogné, mais on ne saura jamais vraiment. Et puis, ils nous ont dit, vous allez aux soins intensifs de nouveau, mais c'est juste pour qu'il y ait... C'était pas quelque chose de grave, c'est juste pour qu'il y ait une surveillance intensive. Et ils ont commencé à lui faire des injections de facteur 8, parce que c'est le facteur de coagulation qui lui manque. Et voilà, donc ça a été le premier jour des 2 semaines d'hospitalisation. J'ai juste envie de revenir sur un petit
quelques petits points. C'est ce battement, en fait, cette attente. Quand vous êtes à l'hôpital, que toi, tu t'imagines le pire et qu'en fin de compte, les médecins, ils te disent que, entre guillemets, c'est pas si grave. Ouais. Mais toi et Ehsan, dans ce temps-là, c'est quoi? Tu m'as dit leucémie, tu m'as dit cancer, mais émotionnellement parlant, dans quel état vous êtes? Vous en parlez, tu en parles, je pense, beaucoup avec Ehsan. Est-ce que vous vous dites ça peut être la fin, vraiment? Ou dans quel état on est quand on voit justement 10 personnes arriver dans une chambre et on se dit, ben là, c'est fini, quoi? Ou alors, pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dis c'est une leucémie, c'est une tumeur, c'est un machin. Ehsan, il dit il s'est fait piquer. Il a rien, il s'est fait piquer. donc déjà, opposés, voilà. Ouais, donc voilà, déjà, ça, c'est un peu genre, lui, il est là, mais arrête. Et puis moi, voilà. Mais est-ce qu'il le fait en temps pour essayer de rassurer ou est-ce qu'au fond... bien évidemment qu'il a pensé au pire aussi, mais je pense que lui, il a un peu moins cette nature de voir le pire. Et puis il se disait, mais tu vois, il a rien, il va bien. Et c'est vrai qu'il était tout souriant, il dormait, il mangeait. Franchement, ces 24 heures, c'est un espace-temps qui est hyper bizarre parce que t'as peur, tu sais pas. Puis t'as ton bébé qui est là, tu peux pas non plus t'effondrer devant ton bébé. Donc c'est... Moi, j'arrive pas trop à dire comment émotionnellement on le vit à ce moment-là. Quand après ils arrivent et qu'ils t'annoncent ça, c'est un gros coup de massue, mais en même temps, c'est un soulagement. Donc, en fait, c'est ça. C'est toujours très, très paradoxal. Totalement. Et puis en plus, tu te dis, ah bon, bah alors ok, c'est pas une leucémie, mais en vrai, ok, c'est quoi l'hémophilie? Et puis du coup, par exemple, quand on est arrivé aux soins intensifs et qu'ils préparaient le lit d'Elias, ils lui mettent tous les fils, les machins et tout. Puis nous, en fait, on rigolait avec Elias, tu vois, parce que ton bébé, il a quand même besoin que tu joues avec lui et tout. Puis lui, c'est pas forcément. Et puis en fait, tout d'un coup, on rigolait, puis on le regarde, puis on fait, t'es hémophile, quoi. En fait, on était là, mais quelle idée! Mais vraiment, on était là, mais quelle idée, quoi. Genre, c'est quoi cette histoire d'être hémophile? Et puis en fait, on rigolait, puis on était là. Puis en même temps, c'est vrai que c'est pas 2020 de coaguler, quoi. Genre, en fait, on en rigolait comme ça, et les infirmiers nous disaient, vous le prenez super bien, quoi. Enfin, tu vois, genre... Ouais, grave, mais je pense qu'on était un peu dans un déni. Puis après, tout d'un coup, il y a un autre médecin qui vient, parce qu'au début, il nous disait, on va refaire tous les bilans sanguins parce que ça nous dit qu'il est hémophile sévère, mais on n'y croit pas trop. Et puis après, on te dit que vraiment il l'est. Enfin, en fait, ça fait vraiment les grands 8. Et d'ailleurs, je vais juste revenir sur ça. Quand tu dis hémophile sévère, c'est parce qu'il y a plusieurs cas d'hémophilie? Ouais, alors, il y a l'hémophilie. Donc déjà, c'est... il y a des facteurs de coagulation dans le sang. Donc, si tu te coupes, tu as les plaquettes qui vont venir arrêter le saignement. Puis après, tu as les facteurs de coagulation qui viennent. Donc, en fait, si tu veux, l'hémophilie, les plaquettes, c'est les pétéchis, c'est ce qu'il a eu à la naissance. Et puis, par contre, l'hémophilie, c'est vraiment les bleus. Donc, ça, c'est la différence. C'est vraiment la différence entre eux. D'accord, ok. Et il y a hémophile léger, modéré et sévère. Donc, dans le sang, on a ces facteurs de coagulation, je ne sais plus combien il y en a, mais tu as le facteur 1, le facteur 2, le facteur 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à, je crois, 30, un truc comme ça. Et puis lui, il lui manque le facteur 8. Et donc, c'est l'hémophilie A. Après, tu as d'autres types d'hémophilie qui ont différents facteurs. D'accord. Mais lui, il lui manque le facteur 8. Et en fait, ils vont calculer le nombre que tu as dans le sang, le taux de facteur 8 que tu as dans le sang. Et normalement, c'est de 0 à 100. Ok. Lui, il a moins de 1%. Donc il a moins de 1. Ouais. Donc, en fait, ils disent qu'il n'en a pas du tout parce qu'ils n'arrivent pas à calculer en vrai le nombre qu'il a. Mais il a moins de 1% dans le sang, donc il est hémophile sévère. Après, je crois que les hémophiles modérés, c'est à partir de 5%. D'accord. Et puis, je crois que tu es considéré comme une personne normale à partir de 50, un truc comme ça. Okay. Mais déjà, un hémophile modéré, il n'a pas besoin de prendre un traitement de fond. C'est que s'il a un problème, s'il a un accident, s'il a un gros choc, qu'il faut lui faire des injections au cas où. Enfin, bref. Enfin, d'accord, ok. Mais du coup, lui, ouais, il est hémophile sévère. Donc il aura besoin d'un traitement. Toute sa vie. Toute sa vie. Et en fait, ça s'appelle une prophylaxie. C'est un traitement de base qu'on fait... pour éviter en fait qu'il y ait un problème. D'accord. Parce que le risque pour lui, comme il est hémophile sévère, c'est ils appellent ça des saignements spontanés. Donc déjà, saignement, c'est pas il se coupe et il saigne. Ah ouais, c'est vraiment interne. Okay. Et les saignements spontanés, comme ils disent, c'est dans la vie de tous les jours, tu utilises tes membres, tes articulations,
tes muscles. Et en fait, on a tous des petites lésions qui se font, mais le travail, il se fait tout de suite. Exactement. Tandis que pas pour lui. Donc, par exemple, si c'est dans un muscle ou dans une articulation, ça va saigner. Et puis, ça va ça va gonfler. Et ça pète tout au passage. Donc, le gros risque pour lui, en fait, c'est les hémarthroses, c'est les saignements dans les articulations. D'accord. Et ça, en fait, à force, comme il en a après plusieurs, les uns sur les autres, ça pète les articulations. Et si tu n'as pas de traitement, si il n'est pas bien fait, dans les pays, par exemple, où il n'y a pas accès à ces traitements, il n'y a pas accès à ce traitement-là, les enfants à 14 ans, ils sont en chaise roulante, quoi. Ils ne peuvent plus bouger. Non, ouais. Bon, heureusement pour Elias, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Lui, il n'y a pas... Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui va lui arriver. Parce qu'à partir de ces 12 mois, à peu près, on va commencer les injections tous les 2-3 jours. D'accord. Dans cette prophylaxie, justement pour éviter qu'il ait ces saignements spontanés. Et est-ce qu'il peut en guérir totalement avec ces traitements ? Alors, normalement, non, parce que c'est une maladie chronique, c'est vraiment... en fait, il y a un bug génétique, donc normalement, on ne t'en guérit pas. Maintenant, il y a les thérapies géniques qui ont déjà fait des tests, mais ça, je n'ai pas trop regardé encore, mais il y a des résultats déjà sur une quinzaine de personnes. Ils ont fait des études, donc des hémophiles sévères comme lui, où en fait, ils injectent un virus qui va imiter l'action du facteur 8. D'accord. Donc, il se balade en fait dans ton sang, et puis s'il y a un problème, il vient faire comme le virus. En fait, il vient au chaînon manquant du facteur 8, il vient se plugger comme ça, la coagulation, elle se fait. Et sur cette étude, après 3 ans où ils ont fait une injection de ce virus, il n'y en a que 2 qui sont considérés encore hémophiles sévères, donc qui ont moins de 1% de facteur 8 dans le sang, sinon les autres qui sont considérés comme hémophiles modérés et même plus. Et sur les 15, en 3 ans, il n'y en a aucun qui a eu de saignement. Aucun. Ah c'est plutôt bon. Voilà. Ouais. C'est plutôt positif. Donc, c'est super encourageant. Il y a tout plein de nouveaux traitements qui arrivent où, au lieu de faire des injections tous les 2 jours, c'est des injections par semaine ou une fois par mois. Mais c'est tout des choses qui sont maintenant surtout en test sur les adultes. Et on ne sait pas encore si on va pouvoir commencer avec ces nouvelles choses avec Elias ou pas. Okay. Donc ça, on verra. D'accord. Et puis en soi, l'hémophilie, c'est quand même une maladie chronique qui est très très rare. Ouais, ça c'est... On va dire la sévère, c'est quelque chose qui est quand même assez... Ou même toutes les hémophilies, je pense que c'est quelque chose je connais pas, pas très répandu. Ouais, non, c'est pas très répandu. Je connais pas les 1 sur je sais pas combien, mais je crois que hémophilie sévère, c'est 1 sur 10 000. D'accord. Donc oui, c'est quand même pas... C'est quand même assez... Mais ouais. Ok. Et puis si je te parle de la cause, parce que Elias est hémophile, ça vient d'où ? Qui est là, on va dire, pas, j'ai pas envie de dire la personne responsable, mais de qui a transmis ce gène ou cette maladie au petit Elias ? Alors normalement, c'est la femme qui passe ça. Parce que c'est en fait une maladie qui se met sur le X. D'accord. Les gènes, c'est X et Y. Les hommes, c'est XY. Donc, une fille n'aurait pas beaucoup de... Une fille, elle peut déjà pas... donc, comme on a 2 X, les filles, la maladie, elle se met sur un X. Donc, le deuxième X, il prend le relais. Ouais. Ce que les hommes, ils n'ont pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que des hommes qui peuvent être hémophiles sévères, déjà. D'accord. Et puis après, il y a certaines femmes, mais je crois que c'est très, très rare pour le coup, qui peuvent être hémophiles légers ou modérés, mais de toute manière, elle ne peut pas être sévère. D'accord. Parce qu'il y a justement ce X qui prend le relais. Qui prend le dessus. Et puis après, ça se transmet en fait sur ce X. Donc, c'est les femmes qui sont porteuses. Et puis, par contre, il arrive que des fois, il y ait des bugs génétiques où on ne sait pas pourquoi, sans que ça court dans la famille, il y a l'hémophilie qui s'active. Ils appellent ça une mutation des nouveaux, je ne sais pas comment ça se dit. Et ils pensaient que c'était ce qui s'était passé avec Elias. Parce que je tiens à quand même préciser que nous avions prévu déjà cette interview avant que tu saches la nouvelle que tu vas nous annoncer. Mais jusqu'à hier, en fait, tu étais totalement... Tu savais pas que tu étais en fait porteuse. Non, je te laisse continuer, mais que tu étais porteuse de cette maladie aussi. Ouais, donc... du coup, comme ils ont trouvé cette mutation, parce qu'en plus, après, il y a différents types de mutations dans l'hémophilie, mais ils ont trouvé cette mutation, ils ont dit, on va aller la chercher chez vous pour voir si c'était vous qui étiez porteuse ou pas.
Et du coup, bah oui, alors depuis avant-hier, je crois. Avant-hier. Ouais. J'ai eu le téléphone et puis c'est moi qui suis porteuse. Et voilà quoi. Ouais. Mais comment on en ressort, comment on réagit quand on a vécu toute une vie aujourd'hui, parce que là, toi, 31 ans 30... Ouais, bientôt 30. Bientôt 31. Et 32. 32, pardon. Et en fait, qu'on t'annonce que toi aussi, tu es hémophile, mais plutôt légère, donc toi. Non, alors moi je suis pas du tout hémophile. Ah, t'es pas du tout hémophile, t'es plutôt porteuse. D'accord, t'es porteuse. Ouais. Et puis justement, ils ont calculé mon taux dans le sang et j'en ai 91%, ce qui apparemment est très haut pour une porteuse. D'accord. Mais t'es pas considérée comme hémophile quand t'es porteuse. D'accord. Et puis, bon, voilà, je viens d'avoir la nouvelle. En même temps, comme j'imagine toujours le pire, je m'y attendais un peu. Mais ça me fait quand même un peu bizarre de me dire que toute ma vie, il y avait un truc que je savais pas. Enfin, tu vois. C'est fou quand même. Ouais. Et surtout que, bon, après, c'est bien sûr qu'il faut aller chercher bien précisément ce type de maladie pour en ressortir. Donc, si tu fais des contrôles juste sanguins normaux, tu vas pas forcément le savoir. Ouais. Et c'est non, il n'y avait pas de raison d'aller chercher, en fait, jusqu'à la naissance et la compréhension de la maladie du petit Elias. Et comment on se sent à ce niveau-là? Est-ce qu'on a un petit peu de culpabilité? Est-ce qu'on se dit que c'est de notre faute? Est-ce qu'on est attristé de cette nouvelle? Comment on vit la chose? Bon, c'est assez frais en plus. Oui, alors après, moi, pour l'instant, j'avoue, je ressens pas de la culpabilité. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu grâce aux médecins parce que direct, avec la réaction à l'eau immunitaire, tout de suite, tu dis « Oh mon Dieu, j'ai voulu détruire mon enfant ». Et puis en fait, ils ont direct stoppé. Et ils ont dit, écoutez, c'est des réactions chimiques. Au bout d'un moment, la symbolique et tout, il faut la mettre de côté. Donc ça, c'est vrai. Et puis, c'est pas de ma faute, quoi. Totalement. Tu vois, je n'ai pas fait exprès. Non, mais c'est juste. Donc ça, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de la culpabilité. Par contre, j'avoue que ça me ferait un peu chier que le bug il soit arrivé avec moi. Donc, en fait, parce que ça pourrait... Là, ils vont tester ma mère pour savoir si elle était porteuse. Aussi. Enfin, donc, tu vois, ça pour essayer de remonter. Voilà. Mais ça, j'avoue que ça me ferait un peu chier. Je le souhaite en vrai, mais... tout d'un coup, te dire « Ah, le problème, il est apparu avec moi ». Tu vois, il y a quand même un peu une dimension qui est un peu différente. C'est pas de la culpabilité, mais c'est un peu, tu vois, la merde, elle arrive avec toi. Tout à fait. Donc ça, j'ai un peu. Et puis pour les prochaines grossesses aussi, il y a beaucoup de questionnements. C'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déjà prendre en compte ou même envisager, le fait de se dire que potentiellement, le prochain enfant serait à risque? Alors après, le truc, c'est que déjà, avec la réaction à l'eau immunitaire, de toute manière, la prochaine grossesse, je vais devoir passer, parce que je vais attaquer mes enfants, mon fœtus, dès le début. D'accord, de toute façon. Du coup, déjà, je vais devoir avoir une journée par semaine pendant toute la grossesse, des transfusions pour pas que j'attaque mon fœtus. Déjà, voilà, ça, c'est déjà... Et le truc, c'est que... quand même, si c'est déjà, t'es là, bon... La grossesse, tout ce que je plus voulais, c'était un enfant. Ouais, exactement. Tout ce qu'on veut, c'est ça. Mais donc voilà, il y a déjà ça. Puis après, quand tu poses des questions, mais est-ce qu'avec l'hémophilie, je vais pouvoir avoir un autre enfant? Est-ce que ça va être plus compliqué? Et de nouveau, comme ils n'ont jamais vu ça, ils ne peuvent pas nous répondre. Donc ça, c'est un peu... Tu te poses quand même beaucoup de questions. Pour l'instant, ils ne nous ont pas dit « Vous ne pourrez pas avoir d'autres enfants ». Donc déjà, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que tu te dis, bon, je vais avoir un enfant qui va avoir un traitement hyper lourd, et puis après, je vais retomber enceinte, et puis ça va être lourd. Donc, c'est des trucs que tu remets quand même en cause. Après, franchement, on verra. De toute manière, apparemment, ça sera une fécondation in vitro pour que, en fait, normalement, en Suisse, tu peux pas choisir les embryons. Oui. Mais dans certains pays, tu peux. Exactement. Donc, en soi, apparemment, ce serait ça. Et... voilà, on verra. On verra. Mais... C'est quelque chose que, en soi, est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que tu y penses déjà? Oui. Ah oui? Ouais. Quand même. Oui, parce que quand tu sais que ça va être compliqué comme ça, moi, je peux pas me dire, oh, on verra dans 4 ans. Ouais. Non, c'est des grossesses aussi difficiles. Je veux dire, j'ai pas 24 ans. C'est une grossesse dans laquelle j'ai pas envie de me lancer quand j'ai 36, 37 ans. Tout à fait.
pas que, tu vois, genre, c'est un problème de faire ça, mais moi, je me sens pas, tu vois, genre, de faire ça. Du coup, c'est vrai que la question, elle se pose quand même un peu plus rapidement que prévu. Ça, c'est sûr. Donc, il y aurait l'envie quand même d'avoir un deuxième enfant. En tout cas, c'était le projet. Donc, tu vois, c'est ça qui est compliqué de se dire peut-être que ce sera pas ça. Par exemple, si tu poses la question à Hassan, je pense qu'il te dira non. Mais moi, j'ai de la peine à imaginer une famille sans un deuxième. Mais je dis ça maintenant, puis si ça se trouve dans un an, je me sentirai pas la force. Et puis voilà. Ok. Et donc, avec cette nouvelle que tu es porteuse, ça fait de toi, Elias, quand même 2 cas uniques dans le monde. Est-ce que tu peux juste me préciser un petit peu pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais vu 2 problèmes. Parce que donc, tu as la coagulation du sang. Les plaquettes et les facteurs de coagulation, ça fait partie du même thème de la coagulation, mais ils n'ont pas du tout de lien l'un avec l'autre. Donc, en fait, c'est vraiment pas de bol, quoi. Et ils ont dit, on n'a jamais vu ça, qu'il y ait ces 2 syndromes très rares, parce que les 2 sont très rares. Et ben, nous, on a eu les 2. Donc ça, oui, c'est un cas unique. Ouais. Okay. Et alors, eux, ils nous disent, c'est cool. Mais, vous êtes unique. Ouais. Mais donc voilà, après, ça a un côté qui est très bien parce que tu as tous les spécialistes qui sont sur ton cas. Donc ça, c'est bien parce que, par exemple, avec l'hémophilie, on est parti en vacances dans le sud de la France. Et puis nous, on était là, bon, c'est un peu dangereux de partir en vacances. D'ailleurs, comment on fait ? Voilà, c'est vrai comment on fait ? Du coup, en fait, ils nous disent, vous pouvez aller partout dans le monde. Vous nous dites juste où vous allez et de quand à quand. Et nous, on téléphone à l'hôpital le plus proche pour vous avertir que vous êtes là. Il y a un avertissement qui est fait. Et s'ils n'ont pas de facteur 8, ils leur en envoient au cas où. Donc, tu vois, en fait, c'est ça. C'est que quelque part, il y a un côté où, on est porteur de ces trucs hyper rares. Mais là, tu vois, par exemple, pour répondre à mes questions sur la grossesse, ils sont en train de réunir un colloque de généticiens, etc., etc. Donc, quelque part, on prend beaucoup, beaucoup soin de nous. Donc, il y a un côté qui est super... en fait, on est vachement maternel. Dès qu'on a une question, on peut les appeler. On a les numéros directs des plus grands professionnels. Sincèrement, c'est pas pour faire genre, mais du monde. Donc, tu vois, genre, on est totalement backupé, en fait. Vous êtes un peu dans une classe à part, en fait. Ouais. Donc ça, il y a un côté qui est hyper rassurant. Tout à fait. Des fois, t'es un peu en flip, et puis après, tu te dis, mais en même temps, il peut rien nous arriver, quoi. Exactement. Ils nous disent, il y a le moindre souci, on envoie l'hélico. Et puis, tout ça, c'est pris en charge, et puis, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Donc, voilà, il y a un côté un peu où tu te dis, t'as pas de bol, et puis en même temps, tu te dis, on a quand même beaucoup de chance, parce qu'avec tout ce qui aurait pu nous arriver, on est très chanceux, et tout va bien. Donc, il y a encore, donc en fait, si je reviens au début, et je me dis que s'ils avaient utilisé les ventouses, comme tu l'as dit, en sachant qu'il y avait encore en plus cette maladie-là, ça aurait pu être fatal, en fin de compte. Alors, fatal, en tout cas, oui, ça aurait pu, il aurait pu être un légume à vie, il aurait pu... Et ça, c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand ils nous ont annoncé qu'il était hémophile. Il y avait ce grand professeur qui était là, et puis tout d'un coup, je dis, mais du coup... à la naissance, en fait, il avait vachement de chance de faire une hémorragie cérébrale. Wow. Et vraiment, il me regarde et il me fait, mais c'est un miracle. Ah, il dit ça. Ouais. Et en fait, et il disait, vous êtes passé entre les gouttes, mais tellement de fois. Et c'est ce qu'ils nous disent souvent, parce que, des fois, tu as des coups de mou, des fois, tu es là, mais pourquoi à nous et pas à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Et puis, tu as les médecins, ils nous disent, on comprend que vous vous disiez que vous êtes les plus malchanceux du monde. Mais ils disent, pensez à nous et dites-vous qu'en fait, vous êtes les plus chanceux. Et ça, vraiment, à chaque fois, c'est ce qu'ils nous répètent. Ils sont là, non, vous êtes les plus chanceux. Allez jouer au loto parce que vous avez trop de bol. Vous avez trop de chance. Donc Dieu merci que tu aies donné cette dernière poussée qui a fait qu'on n'ait pas eu besoin de la ventouse à ce moment-là. Ouais. Comme quoi, la vie, des fois. Et on repose ça sur quoi ? Sur un coup de chance, sur... les anges. Franchement, c'est ça. Moi, je sais pas si tu appelles ça Dieu, les anges, le destin, le hasard. Je sais pas. Eric Cantona, j'en sais rien. Non, mais tu vois, sincèrement, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, j'avoue que j'aime penser que
la sage-femme qui a dit on attend avant de pousser, la sage-femme qui a vu les pétéchis, elles ont été mises à ces bons petits moments pour tirer la sonnette d'alarme. La petite boule dans sa joue, elle est arrivée à 4 mois, ben heureusement, parce que si ça se trouve à 9 mois, il se pétait la gueule et puis c'était plus grave. Donc, je sais pas ce que c'est, mais il y a eu des petits coups de pouce. Ouais, ça, c'est sûr, il y a des petits coups de pouce. C'est clair. Et quand on repense à tout ça, c'est parce que ça fait que 6 mois en soi. Ouais, non, ça fait beaucoup. C'est très, très frais. On passe par tous les états d'âme, de se dire que leucémie, cancer, en fin de compte, notre enfant va vivre. Ouais. Comment vont les parents aujourd'hui ? Bah, nous, on va bien. Émotionnellement émotionnellement, mais c'est ça aussi qui est bizarre, c'est qu'on sait qu'il est hémophile, mais il n'a pas encore de traitement, il n'a pas encore de saignement. Donc on est un peu, tu sais, tu as toute la théorie, mais on n'est pas encore dans la pratique. Donc des fois, peut-être que toi c'est ça, tu sais que tu vas jouer un match de foot, mais tu as quand même la pression, parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu sais jamais. Et du coup, voilà, moi je trouve qu'on est un peu comme ça, on est dans l'attente que ça fasse start. Ouais. Et ça c'est quand même un peu... Par exemple, il va faire les premières dents. Ah oui. Et ils nous disent, il y a des hémophiles qui saignent pendant des semaines. Parce qu'il y a les dents qui sortent et tout. Mais il y a des hémophiles qui ne saignent pas. Du tout. Et du coup, c'est ça. C'est toujours d'être prêt à toute éventualité. Mais quand tout d'un coup, parce qu'on a rencontré des familles qui nous ont parlé de ça, et ils te disent... Mais quand tout d'un coup, tu vois, tu vas chercher ton enfant dans le lit, puis il est dans une mare de sang, tu vois, genre... Mais c'est pas des choses graves. En fait, c'est ce qu'ils nous disent grave, toujours. Mais ça doit être assez... Mais oui, mais ils nous disent, on sait que vous allez paniquer les premières fois. Parce que ça fait flipper. Et puis le sang... Moi, ça me fait pas flipper, mais c'est vrai que c'est le sang, sûr, quoi. C'est sûr. Donc, nous, pour l'instant, on va bien. On a notre fils qui va bien. C'est la question. C'est un petit bébé, tu vois, genre normal. Est-ce qu'il est joyeux et les guerres ne sont pas forcément tout ça? Non, pas du tout. Puis pour le coup, il adore l'hôpital, quoi. Genre, non, mais sincèrement, il se sent super bien à l'hôpital. Il est chouchouté, bien accueilli. Ouais. Non, franchement, c'est un bébé normal. Après, tu vois, par exemple, il est allergique à la protéine de lait. C'est encore un truc qui fait chier, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois, genre, voilà. Maintenant, en fait, c'est ce qu'ils nous disent. Vous allez avoir tous les petits bobos de tous les parents, sauf que vous serez jamais au niveau 0, quoi. Ouais, on a toujours les sous-couches. Ouais. Mais en soi, il est normal. Il va aller à la crèche. Ah, bien. Ouais, il y a tout le protocole qui est préparé pour l'accueillir. Tout est prêt, en fait, il va avoir une vie vraiment... En fait, c'est ce qu'ils nous disent toujours. Lui, il va avoir une vie parfaitement normale. D'accord. Mais nous, on va être des parents encore plus stressés. toujours un petit peu plus stressés avec tout ce qui est au niveau de l'organisation. Ouais. Et d'ailleurs, de se dire, juste par rapport à un voyage, à chaque fois, d'avoir un hôpital... Parce que tu peux pas aller n'importe où, alors, en fait, aussi. Hassan, il te dira que oui, mais moi, je te dirais que non. Que non. Mais après, plus tard, quand il gérera bien sa prophylaxie, on pourra. Mais c'est sûr que là, par exemple, on est allé dans le sud de la France. Moi, je disais, là, si on loue une baraque, elle est dans un rayon de 30 minutes avec l'hôpital. Après, tu vois, il ne s'est rien passé. Et puis voilà, mais ça, par contre, c'est un truc on parlait de mes émotions. Ça, c'est un peu un truc que je jalouse des autres parents. C'est que si les gens ils veulent aller à Arcachon, ils vont à Arcachon. Moi, je m'en fous d'aller à Arcachon, mais maintenant, je me dis, je peux pas aller à Arcachon. Ouais, tu vois, genre, ouais. Et du coup, il y a un peu cette espèce d'insouciance. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tes filles, elles te couraient dans les bras et tu les as lancées en l'air. Moi, je sais pas. Je sais pas. Si ça se trouve, quand il aura la prophylaxie, on le fera. Mais tu vois, genre, moi, c'est vraiment... Des fois, je me dis, putain, lui, il se pose pas la question, tu vois. C'est clair. Moi, je me pose la question. C'est clair. Elias, s'il est dans le bain, s'il se tape les pieds dans la baignoire, on va checker. Direct. Tu vois, on va se dire, là, il a tapé un peu fort, on va voir s'il a le pied qui gonfle ou pas. C'est vrai. Tu vois, genre, c'est un peu des trucs comme ça. Et puis que nous, elle va se taper, ça lui fait un petit... Tu fais un bisou et puis voilà. Non, nous, suivant quoi, il faut qu'on aille à l'hôpital. Donc j'éprouve un peu de la jalousie avec ça. Après, enfin, oui, ça ressemble à de la jalousie, j'ai pas d'autres mots, mais ouais, c'est un peu genre, tu vois, toi, tu te poses pas la question. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est difficile. Et après, il y a aussi des hémophiles. Le simple fait de les prendre dans les bras, ça leur fait des bleus.
Ah, carrément. Ouais. Et ça, moi, s'il a ça, c'est super dur. Ah bah j'imagine. Tu vois, tu fais un câlin à ton fils et il a des bleus. Il a des bleus, ouais. Ça, c'est dur. Mais bon, on verra. Evelyne, merci beaucoup pour ce partage. Je trouve ça incroyable. Des fois, on se rend pas forcément compte que les gens peuvent vivre. Et comme tu l'as dit, moi, j'ai 3 filles et je me pose pas toutes ces questions. C'est plutôt des questions, on va dire, au niveau de l'éducation et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, par la chance de Dieu ou des anges, comme on l'a dit avant, elles sont en bonne santé. Et je tiens à vous tirer mon chapeau, et je pense que tout le monde d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez, ce que vous vivez encore, et ce que vous allez sûrement encore devoir vivre, et de le fait de le prendre aussi positivement. Surtout Essane, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça... Non mais toi aussi. Toi aussi. Et non, franchement, merci beaucoup, Evelyne. Merci à toi. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, qu'est-ce que je peux vous souhaiter. Tu nous souhaites qu'il y ait tout plein d'argent pour les thérapies géniques, et puis c'est vrai que ça va être aussi... ouais. Non, mais en vrai, franchement, tu sais, on était dans le secteur onco-hématologie, donc on était entouré par des enfants qui avaient des graves cancers. On a rencontré des familles qui avaient peur pour la vie de leur enfant, vraiment. Ouais. Et nous, en fait, on n'a pas à avoir peur pour sa vie. Il va avoir une vie normale. Donc même si toute sa vie, il doit avoir la prophylaxie telle qu'elle est, des injections tous les 2 jours, il va pouvoir faire ce qu'il veut. D'accord. Donc franchement... oui, comme à toi, je te souhaite tout le meilleur, tu nous souhaites tout le meilleur, et puis voilà. Merci Léonore, je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup à toi aussi.